le coronavirus ne s'arrête pas et allonge encore sa déjà très longue liste de victimes. Plus de 600 000 personnes contaminées dans le monde, dont la majorité recensée aux États-Unis, qui sont devenus cette semaine le nouvel épicentre mondial de la pandémie. Le Sénégal a enregistré plus de 130 cas. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence, assorti d'un couvre-feu entre 20h et 6h du matin pour atténuer la chaîne de contamination. Tout le monde se met au combat contre le Covid-19. Frappe France dégage, qui n'est pas en reste avec son nouveau slogan « Corona dégage ». Bonjour Guy-Marie Sagna. Bonjour Babacar. Vous êtes un agent du ministère, on ne dit pas très souvent, vous êtes un agent du ministère de la Santé et de l'Action sociale, diplômé d'État de l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social, promotion 2004. Guy-Marie Sagna, c'est aussi le membre fondateur des collectifs Frappe France Dégage, Arlune Bock et Nyolank. Corona dégage, c'est comment? Comment vous y prenez-vous dans cette bataille contre la propagation du coronavirus? Merci beaucoup Babacar. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le FRAPP, Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, avait initié une campagne dénommée Corona dégage. Mais entre-temps, vous avez dû noter, Babacar, qu'il y a eu un communiqué qui a été signé par Nyolank et Arlune Bock. Communiqué dans lequel ces deux organisations disent sans embâche qu'elles sont d'accord autour de 3 points. Premièrement, ces deux organisations, Nyolank et Arlune Bock, vont se mobiliser sur le terrain de manière citoyenne contre le coronavirus. Dans cette perspective, un plan d'action est attendu incessamment de ces deux collectifs. Deuxièmement, ces deux organisations, ces deux plateformes vont soutenir toutes les initiatives contre le coronavirus, d'où qu'elles viennent. Troisième point, que ces deux organisations vont exercer leur contrôle citoyen. Contrôle citoyen dans la gestion de la lutte contre le coronavirus, mais contrôle citoyen dans la gestion des autres secteurs qui n'ont rien à voir avec la santé, rien à voir avec le coronavirus. Le FRAPP étant membre fondateur de Arlune Bock, mais également de Nyolank, le FRAPP est tenu également par cette décision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que le FRAPP allait faire dans le cadre de Corona dégage, le FRAPP va le faire avec ses autres organisations sœurs dans le cadre de la jonction citoyenne que nous saluons entre Nyolank et Arlune Bock. Vous dites toutes les initiatives, même ces audiences au palais présidentiel entre le président Macky Sall et ceux qu'on appelle les forces vives de la nation dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. Les collectifs Frappe France Dégage, Arlune Bock et Nyolank sont-ils invités ou pas? À ma connaissance, Nyolank et Arlune Bock n'ont pas été invités. Le FRAPP non plus. Donc voilà, mais ce n'est pas cela qui est important. Le FRAPP, en tout cas pour sa part, note déjà que dans son communiqué où il parlait de Corona dégage, il avait fait un certain nombre de propositions, dont celles ont déjà commencé à être prises en charge par le président de la République, et c'est ça qui est important. Parmi ces suggestions, ces propositions faites par le FRAPP dans le cadre de Corona dégage qui avaient été faites et prises en charge par le président, il y a notamment de gracier un maximum de détenus pour éviter que nos prisons soient un piège pour nos compatriotes et autres qui sont en fait dans ces prisons. Parmi ces propositions... Le président, il a gracié un peu plus de 2036. Nous pensons qu'il aurait pu faire plus, mais c'est déjà un bon début. Nous l'invitons à augmenter plutôt le nombre de détenus graciés. L'autre élément, c'est que nous avions demandé au président de la République, avec ses pairs africains, de faire face à ceux auxquels nous devons une dette, et de négocier un moratoire. Nous voyons que le président de la République a fait un tweet où il parle d'annulation ou en tout cas de moratoire par rapport à la dette. Voilà un certain nombre de points que nous avions mis sur la table et que nous commençons à voir. Et pour nous, c'est ça qui est important et non l'invitation en fait du FRAPP. Vous serez rendu personnellement si vous y avez été invité?
Guy Marius Sagna est un révolutionnaire anti-impérialiste panafricain. Donc, de ce point de vue, c'est un militant discipliné. Si en fait il avait invité Non-Langue et Adeline Oubok et que ces organisations avaient décidé d'accepter et que ces organisations avaient estimé que Guy Marius devrait faire partie de la délégation, oui, Guy Marius Sagna, en militant discipliné, il serait allé avec ses camarades pour rencontrer le président de la République. Comment également les travailleurs sociaux comme vous pourraient-ils apporter de la valeur ajoutée à cette lutte? Alors, deux ou trois choses. La première, c'est que, en général, peut-être que c'est une déformation politique de ma part, je n'aime pas trop mettre en avant, en fait, ma technicité ou en tout cas mon profil professionnel. Pas que les techniciens ne soient pas importants, parce que je pense, comme l'autre, qu'il convient qu'en Afrique, qu'on arrête en fait sur certaines questions, de dire que ces questions sont l'apanage en fait du tout petit nombre de spécialistes qui jouent aux magiciens. Vous savez, quelle que soit la question, y compris la santé, y compris ce coronavirus qui inquiète et fait peur, pour moi, les questions sont fondamentalement politiques. Maintenant, oui, l'agent de santé que je suis, qui a eu à travailler dans un hôpital qui depuis 2013 est agent du ministère de la Santé et de l'Action sociale, a une vision, une compréhension du système de la santé que peut-être ceux qui ne sont pas de ce ministère, ceux qui ne sont pas agents de ce ministère ne voient pas. Nous voyons les choses de l'intérieur et c'est que ce corona nous tombe dessus, à nous Africains en général et Sénégalais en particulier, dans un moment où les conditions ne sont pas très en notre faveur. Alors, je dis cela, c'est vrai quelque part pour ceux qui ont eu à diriger ce pays jusqu'à présent, mais je le dis surtout aussi pour les citoyens qui banalisent la maladie, qui ne respectent pas les consignes sanitaires, qui ne respectent même pas peut-être les consignes administratives, pour leur dire voilà la situation du système sanitaire de ce pays-là, et que si vous saviez, d'accord, vous seriez confiné chez vous à partir de 20h. Si vous saviez, vous vous laverez régulièrement les mains et vous respecteriez la distanciation sociale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Babacar, savez-vous en fait que l'OMS dit qu'un hôpital devrait en fait polariser 150 000 habitants. Nous, au Sénégal, nous avons des hôpitaux qui polarisent 542 000 habitants. Ça veut dire que si nos hôpitaux étaient des bateaux, nos hôpitaux ont une surcharge de 392 000 habitants. Ça veut dire que si nos hôpitaux étaient des bateaux, nos hôpitaux feraient naufrage. Savez-vous également, Babacar, qu'au lieu d'un médecin pour 300, au lieu plutôt d'un infirmier pour 300 habitants, nous avons un infirmier pour 8000 habitants. Ça veut dire que nous avons un déficit grave. Au lieu d'une sage-femme pour 300 habitants, nous avons une sage-femme pour 12 000 habitants. Alors je peux continuer comme ça. D'accord. Si vous prenez les orthopédistes, au lieu d'un orthopédiste pour 10 000 habitants, nous avons un orthopédiste pour 365 000 habitants. Donc, ce n'est pas dans des conditions favorables au Sénégal, au peuple sénégalais, que ce coronavirus nous tombe. Et c'est important de dire cela pour ceux qui bravent les couvre-feux, d'accord. C'est important de le dire pour ceux qui banalisent la maladie. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de lits. Nous avons seulement une seule unité de mise en quarantaine qui ne respecte même pas toutes les conditions requises d'une bonne unité de mise en quarantaine. Donc, quand vous savez cela, vous faites attention. Et c'est important de le dire aux populations pour qu'elles comprennent qu'il n'y a pas suffisamment de lits pour le corona, il n'y en a même pas pour les autres pathologies. Donc, c'est important, d'accord, de respecter ces consignes. Alors, oui, nous pensons qu'effectivement, de mon point de vue en tout cas, que le problème, c'est pas trop les virus ou les bactéries, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Le problème, c'est quand les virus ou les bactéries se déchaînent, dans quelles conditions elles nous trouvent? Est-ce que nous sommes suffisamment préparés pour avoir des armes collectives et lutter contre ces virus et ces bactéries ou pas? Et c'est en cela, effectivement, que pour moi, le problème fondamental, ce n'est pas en fait le coronavirus. Le problème fondamental, ce n'est pas le virus ou la bactérie. Parce que même quand nous aurons vaincu, parce que je suis persuadé que nous allons vaincre le coronavirus, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans moins, nous connaîtrons d'autres coronavirus. Donc le problème fondamental, c'est le Sénégal et l'Afrique. Comment est-ce qu'ils font
pour se doter d'un système sanitaire qui soit en fait souverain, d'un système sanitaire où, par exemple, Babacar, 80% de notre programme élargi de vaccination dépend de l'extérieur. Je veux dire, ça fait flipper quand même. Quand vous savez que nos enfants, ce que nous avons de plus cher, quand on les vaccine, 80% du budget qui sert à vacciner les enfants sénégalais vient de l'extérieur. Ce n'est pas durable, ce n'est pas acceptable. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est important, tout en luttant contre le coronavirus, d'avoir cette vision-là. Parce que la prospective, elle commence aujourd'hui. On ne va pas dire qu'on attend l'après-coronavirus pour dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut d'abord gérer la conjoncture. Oui, elle est là. Oui, aujourd'hui. Elle semble être bien gérée par les services du ministère de la Santé. Je pense que dans l'état d'un pays qui serait le 23e le plus pauvre du monde, les décisions qui sont prises sont plus ou moins acceptables. Nous les soutenons. Même si nous avons regretté en son temps que la décision de fermer nos frontières ait pris du temps. Jusqu'à présent d'ailleurs, nous sommes rattrapés par cette lenteur à fermer nos frontières parce que tous les jours, vous voyez en fait que la majeure partie des cas sont des cas importés. Mais bon, bref, cela étant dit, oui, nous pensons que la plupart des décisions aujourd'hui sont bonnes, mais il y a encore énormément à faire, Babacar. C'est la mort dans l'âme quand je vois en fait mes collègues de l'hôpital de Fann crier leur désarroi en disant qu'ils n'ont pas suffisamment de masques, qu'ils n'ont presque plus de masques. Comment on fait alors que je vous disais tout à l'heure que nous avons un infirmier pour 8000 habitants? C'est un problème mondial. Même les plus grands, ils ont ce problème-là. Non. Pour moi, il ne faut pas réfléchir ainsi. Parce que ceux qu'on appelle les plus grands, ce sont des pays capitalistes qui mettent en fait le profit devant la vie humaine. Nous devons avoir un autre système. D'ailleurs, c'est de ça dont nous sommes porteurs en Afrique. Un système où c'est l'humain avant le profit. Justement, notre problème dans le monde actuel, c'est que, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les virus ou les bactéries, c'est ceux qui, à cause de l'appât du gain, ne réunissent pas les conditions où nous avons des armes collectives suffisamment fortes pour pouvoir résister, faire face et endiguer de la manière la plus rapide qui soit les virus ou bien les bactéries. Regardez, vous dites c'est un problème mondial. Regardez ce qui se passe à travers le monde. Vous verrez que les pays qui ont le moins de problèmes face au coronavirus sont des pays qui ont une banque centrale capable d'injecter rapidement de l'argent dans l'économie. C'est le Japon, c'est la Chine, c'est tous ces pays-là. Contrairement, regardez l'Europe. Ils ont une banque centrale européenne, d'accord, qui est rigide, qui ne peut même pas venir en aide à l'Italie, à la France ou à l'Espagne. Donc ce n'est pas une question des pays les plus grands. D'ailleurs même, je me demande c'est quoi être un pays parmi les plus grands. Pour moi, être un pays parmi les plus grands, c'est être un pays qui respecte l'humain, qui met en avant solidarité et complémentarité, l'humanité avant les profits. Et ces pays-là dont vous parlez, pour moi, ils ne sont pas des modèles. Parce que justement, ils ont montré, regardez les États-Unis, Katrina, incapable de gérer des catastrophes. De Katrina à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Pour moi, ce ne sont pas des modèles. Justement, cette crise de coronavirus doit en fait nous amener à tirer les bonnes leçons. Tous ensemble, l'humanité entière, l'Afrique en particulier. Nous ne pouvons pas continuer avec ce système capitaliste monde. Nous ne pouvons pas continuer avec ce système néocolonial ici en fait en Afrique. Parce que regardez, si les pays en fait qui ont l'habitude de nous donner à manger, de nous faire parvenir des aliments aujourd'hui coupent les ponts parce que tout simplement eux ils ont aujourd'hui des besoins importants. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, et ça pose la question de la souveraineté alimentaire. En période, d'accord, de crise virale, de crise sanitaire, comme celle du coronavirus, etc., etc. Les fenêtres, on va les ouvrir après. En attendant, il faut bien chasser ce virus-là. La part des citoyens, je souhaiterais qu'on revienne un peu là-dessus. Il faut que les citoyens, ils respectent les mesures de prévention, les gestes barrières. C'est pourquoi, Babacar, sans embâche, de manière claire, nous regardons les citoyens sénégalais et nous leur disons qu'il faut, nous les appelons à la responsabilité individuelle.
C'est vrai que l'État a une grande responsabilité, mais il y a également une responsabilité individuelle. Les citoyens doivent respecter les consignes sanitaires et administratives. Les consignes sanitaires, c'est respecter la distanciation sociale, c'est respecter le lavage régulier des mains, c'est pouvoir, si possible, acheter en fait des masques. Encore que même là, nous revenons toujours sur le système. Parce qu'aujourd'hui, les masques les plus basiques coûtent 750 francs l'unité. Il faut les porter 3 à 2 heures. Quel est le citoyen sénégalais qui a la possibilité, avec une famille de 10 personnes, d'acheter à chaque membre de la famille une dizaine de masques à 750 francs CFA par jour? Donc oui, ces citoyens-là, nous les appelons, malgré la difficulté du contexte, malgré la modicité, l'extrême modicité des moyens, à être responsables, à respecter les consignes sanitaires et en fait les consignes administratives. Parmi les gestes barrières, il y a la limitation des déplacements. Le couvre-feu, vous semble-t-il aussi efficace pour réduire les risques de contamination, vraiment? Ce couvre-feu seulement ne pourra pas faire grand-chose. Allié à d'autres choses, oui, il peut être plus ou moins efficace. Parce qu'effectivement, si on prend des mesures pour limiter en fait les rassemblements, les rencontres entre les citoyens de ce pays, oui, ça peut permettre en fait, ça peut contribuer à endiguer l'avancée du coronavirus. Mais seul, et pour l'instant, c'est quasiment cette mesure-là que nous avons. Ça ne peut pas faire grand-chose parce que de 6 heures du matin à 20 heures du soir, nous nous rencontrons dans les voitures, nous nous rencontrons en fait dans les marchés, etc. Il faut ajouter d'autres choses. C'est pourquoi, avec Nolank et Adli Noubok, nous disons aussi qu'il faut réfléchir. Il faut voir comment mettre en avant dans les meilleurs délais un système de dépistage massif. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui... Il faut élargir. Ah oui, il faut élargir. Soit on dépiste tout le monde, soit on dépiste le maximum possible. Quoi que ça puisse coûter. Quoi que cela puisse coûter. Pour identifier ceux qui sont malades, les soigner, identifier ceux qui ont été en contact avec eux, les mettre en quarantaine, et ceux qui ne sont ni malades, ni n'ont été en contact avec les malades, qu'on puisse leur dire, vous n'avez rien, etc. C'est la meilleure manière. Le confinement, c'est très difficile. Ça peut être plus ou moins facile pour les salariés. Mais pour les non-salariés, les salariés, ils sont combien dans ce pays-là? Est-ce qu'ils font 10% de la population? Même pas. Donc la majeure partie des citoyens, ce sont des gens qui sont des journaliers. Encore qu'être salarié ne garantit pas... Oui, mais encore... supporter un Voilà, confinement. mais je pensais surtout à nos concitoyens, la majorité, qui doivent travailler jusqu'à 11h midi pour avoir la dépense quotidienne. Ces gens-là, vous les mettez en confinement, c'est les condamner à mourir. Donc c'est pourquoi, quand j'entends effectivement les propositions de confinement, je me dis que ceux qui font ces propositions-là sont certainement des salariés qui peuvent faire leurs emplettes pour 2 mois, 3 mois. Mais la majorité de nos concitoyens... Le président de la République, dans le cadre de l'état d'urgence, a quand même annoncé des mesures sociales, économiques. Cette enveloppe de 69 milliards qui pourrait peut-être aider les gens à avoir de quoi manger quand ils décideront de rester à la maison. C'est déjà un bon début. Mais la première chose peut-être comme remarque à faire par rapport à ça, après avoir salué ce début en fait de lutte contre le coronavirus, c'est de dire, j'aurais bien aimé entendre le président de la République dire que sur les 1000 milliards, voilà ce que l'État a déjà mis sur la table. Aujourd'hui, nous sommes dans un flou. D'où vont provenir ces 1000 milliards? L'État ne dit pas que sur les 1000 milliards, voilà 500... Essentiellement des fonds propres de l'État. Oui, mais l'État n'a qu'à donner un chiffre et nous rassurer et nous dire que sur les 1000 milliards, il y a déjà ceci de disponible et voilà ce qu'on cherche. Mais aujourd'hui, on est dans le flou le plus total. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons dit, avec Adli Noubok, avec Nolank, qu'il faudrait peut-être penser à prendre les fonds politiques de la présidence, les fonds politiques du HCCT, de l'Assemblée nationale, etc., pour les mettre dans ce fonds-là. Mais personnellement, je suis en train de penser même à autre chose de plus radical. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne nous faut pas, Babacar, un deuxième 19 septembre? Pourquoi la date du 19 septembre? Le 19 septembre 2012, le président de la République, nouvellement élu, a supprimé le Sénat parce qu'il fallait lutter contre les inondations. Quand vous comparez, Babacar, la peur, la psychose, la situation qu'il y avait à l'époque, 19 septembre 2012 et maintenant, c'est clair que c'est aujourd'hui que les citoyens sénégalais, mais tous presque comme un seul homme, ont le plus peur qu'en 2012. Si en 2012, le 19 septembre, il a pu supprimer le Sénat
pour, dit-il, lutter contre les inondations. Le Sénat, c'était 8 milliards par an, entre 7 et 8 milliards au moins par an. Aujourd'hui, nous sommes encore plus menacés. Nous sommes encore plus inquiets. Si réellement nous avons peur et que si réellement c'est notre peuple que nous mettons de l'avant et pas des intérêts personnels, je crois que le président devrait pouvoir se souvenir de ce qu'il a fait un certain 19 septembre 2012. Vous voulez qu'il supprime le Conseil économique social, le Haut Conseil des collectivités territoriales, par exemple? Face, en fait, à nos soldats de la santé qui travaillent les mains nues, face à nos soldats, les forces de défense et de sécurité qui travaillent à main nue, face à l'inquiétude, d'accord, que nous éprouvons tous, parce que nous savons que nous n'avons pas un système de santé au point, est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer certaines institutions, dont le HCCT, dont le Conseil économique, social et environnemental, etc. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, si réellement c'est le peuple sénégalais qui compte, il faudrait poser des actes forts. Et des actes forts, il faut aller chercher l'argent où ça se trouve. Et effectivement, les Sénégalais qui disaient qu'il y avait des institutions inutiles et budgétivores ont raison. Et c'est l'occasion aujourd'hui de réconcilier les Sénégalais avec eux-mêmes en prenant des mesures pour leur dire c'est vos vies qui sont plus importantes qu'une clientèle politique, pour ne pas dire politicienne. On va revenir sur ces mesures de restriction des libertés, le couvre-feu. On avait enchaîné un peu sur d'autres questions, mais on va s'arrêter un peu sur ça. Votre commentaire sur ces citoyens, surtout des jeunes qui ont bravé ce couvre-feu-là en restant dans les rues aux heures indiquées qu'il ne faut pas être dehors, 20h, 6h du matin? Aujourd'hui, partout, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans les médias, tous les citoyens sénégalais soutiennent leur équipe nationale sanitaire. Tout le monde. De la même manière, nous invitons tous les citoyens sénégalais à soutenir notre équipe nationale des forces de défense et de sécurité. Parce que de la même manière que nos médecins, nos infirmiers travaillent pour nous à nous sauver la vie, de la même manière, nous devons comprendre que les policiers, les gendarmes et les militaires qui sortent à partir de 20h pour exécuter en fait ce couvre-feu-là, en réalité, ils travaillent pour nous. Ça, c'est le premier point. Et donc, nous invitons encore une fois tous les citoyens sénégalais, qu'ils soient de Ranérou, de Goudiri, de Médina, de Oussouye ou de Saint-Louis, à respecter où qu'ils soient scrupuleusement ce couvre-feu-là. Maintenant, c'est le revers de la médaille. Vous savez, mon point de vue est que quand pendant 60 ans, vous n'avez pas réussi à enrayer le taux d'analphabétisme, vous avez une population à 54% analphabète. Quand pendant 60 ans, vous avez infantilisé votre peuple. Quand pendant 40 ans, vous avez acheté les consciences, pendant 60 ans, vous avez acheté les consciences en fait de ce peuple-là, vous en avez fait un gros enfant. Vous l'avez irresponsabilisé. Vous en avez fait un enfant. Et donc oui, aujourd'hui, ce Sénégalais-là, c'est vrai, c'est un Sénégalais issu d'une famille. Mais c'est un Sénégalais aussi, en fait, issu d'un système. C'est pourquoi ce coronavirus-là aussi nous interpelle. En ce que nous avons urgemment besoin d'un nouveau type de citoyen. Nous avons urgemment besoin d'un nouveau type de Sénégalais. Un citoyen sénégalais qu'on bâtit à travers l'école. Un citoyen sénégalais qu'on bâtit à travers la pédagogie de l'exemple des autorités. La pédagogie de l'exemple, d'accord, de ceux, etc. La violence policière à Dakar, la alors, première nuit de couvre-feu. Justement, c'est de dénoncer de la manière la plus claire qui soit cette violence policière qui n'était pas justifiée. L'ennemi, c'est pas le citoyen sénégalais. L'ennemi, en fait, c'est le coronavirus. Et donc, il faut expliquer. Il faut beaucoup de pédagogie aujourd'hui pour convaincre les citoyens sénégalais. Il faut peut-être passer par toutes nos autorités coutumières, religieuses. Je crois que nous y parviendrons. Nous avons commencé à y parvenir. C'est pourquoi nous attirons l'attention de tout le monde pour que cet état d'urgence ne soit pas un état pendant lequel les autorités, les forces de l'ordre pensent qu'elles peuvent impunément piétiner les libertés et les droits des citoyens. Non, cet état d'urgence, c'est pour faire face au coronavirus et non pour réprimer, opprimer davantage le peuple sénégalais qui est déjà suffisamment fatigué. Les mesures sociales et économiques, ce sont aussi ces personnels de santé, on ne parle pas beaucoup d'eux, rien n'est prévu pour le moment de façon claire pour eux, pour
ces moments très difficiles qu'ils vivent. Déjà avant le corona, régulièrement, vous avez des agents qui n'ont pas suffisamment de gants, qui n'ont pas suffisamment de masques. En temps normal, je vous dis. En temps normal, vous avez des contractuels qui peuvent rester des mois sans salaire. Des contractuels de la santé. En temps normal, vous avez des contractuels de la santé qui ne sont payés, d'accord, que quand tout le monde a déjà été payé. Donc oui, en temps normal, vous avez une surcharge, d'accord, un volume de travail important. C'est normal. Quand vous avez, comme je le disais tout à l'heure, 1300 sages-femmes qui font le boulot de plus de 50 000 sages-femmes, c'est tout simplement démentiel, d'accord? Et donc, en temps normal, c'est ce qu'il y a. Alors, si en plus des pathologies habituelles, quotidiennes, ils doivent se taper une nouvelle pathologie, à savoir ce coronavirus, vous voyez en fait toute la difficulté en fait des conditions dans lesquelles les travailleurs de la santé et de l'action sociale travaillent. C'est pourquoi oui, après avoir exprimé toute notre solidarité au peuple sénégalais, nous ne pouvons qu'exprimer toute notre solidarité et notre soutien à nos soldats de la santé, aux agents de la santé et de l'action sociale qui aujourd'hui travaillent pour maintenir le peuple sénégalais dans une bonne santé, pour endiguer en fait ce virus. Et donc oui, l'État... Quand je parlais tout à l'heure, c'était pour de probables motivations financières pour ces soignants sénégalais. L'État est interpellé. Interpellé comment? Premièrement, je pense qu'il serait inacceptable, injuste, que pendant la période du coronavirus, que par exemple, ces contractuels qui avant vivaient des retards de salaire, ces contractuels qui avant restaient en fait longtemps avant de percevoir leur salaire, pour moi, pendant cette période, cela serait tout simplement inacceptable. L'État devrait payer les agents de la santé, particulièrement les contractuels qui vivent cela à temps, suffisamment à temps. Mieux, l'État devrait recruter ces contractuels-là. Parce que, comment est-ce que dans ce pays-là, nous n'avons pas suffisamment d'infirmiers et de médecins et on prend des contractuels? Il faut les titulariser, il faut les régulariser, il faut les recruter dans la fonction publique. Pour moi, ça fait partie de la motivation. Pour leur dire, oui, ce qu'on dit de vous, on le pense réellement. Comme quoi et justement, on vous motive. Le coronavirus a davantage mis à nu toutes les tares de notre système de santé. Absolument. Et ce n'est pas la première fois. Mais effectivement, des événements comme le coronavirus... et des enseignements à tirer. Nous disent en tout cas que voilà l'état de notre société, voilà l'état de notre économie, voilà l'état de notre système sanitaire ou de notre système agricole, comme à l'époque de 2008 avec la crise alimentaire mondiale. Chaque crise, effectivement, nous donne des informations et malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas tiré les bonnes leçons. Espérons qu'avec ce coronavirus-là, les leçons seront tirées pour un autre Sénégal, pour une autre Afrique. Et la contribution du secteur privé sénégalais, des entreprises privées sénégalaises à l'effort de guerre, pour ainsi dire, cette contribution aurait été jugée timide par le président de la République, pour ne pas dire dérisoire. Vous ne pouvez pas donner les marchés les plus importants dans ce pays-là aux investisseurs privés étrangers et demander que le privé national, qui en fait est marginalisé, qu'il puisse donner davantage. Donc c'est pourquoi, justement, ceux qui disaient avant, comme nous, Domi Réew, Moy Tabax Réew, c'est-à-dire que ce sont les filles et fils de ce pays-là qui vont construire ce pays, d'accord, ils avaient raison. Ils avaient raison et le coronavirus l'a confirmé. Quand nous le disions, nous ne pensions même pas au coronavirus. Même si à l'époque nous avions dit, ah, attention, ce sont les commerçants sénégalais qui vont donner des hadiyas. On n'est pas sûr que les Auchan et les Carrefour vont donner des hadiyas. Mais aujourd'hui, la question se pose. Le privé européen, le privé états-unien, etc., il est en train de donner aux États-Unis. Il est en train de donner en France. Mais le privé sénégalais, le privé africain ne peut donner que ce qu'il a. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est dans cette situation-là que se trouve notre privé. C'est pourquoi, oui, nous pensons qu'il faut écouter davantage le comité des industries du Sénégal, je crois, avec El Hadj Diouf, c'est ça, qui travaille avec eux, pour dire, Abdourahmane Diouf plutôt, qui insiste pour dire qu'il faut redéfinir même la notion d'entreprise nationale. Savez-vous, Babacar, que par entreprise nationale, il y a non seulement des entreprises fondées par des Sénégalais avec des capitaux sénégalais, mais il y a aussi des entreprises étrangères fondées avec des capitaux étrangers. Donc oui, et donc voilà comment est-ce que le privé international rafle tous les marchés. Nous sommes d'accord avec Mansour Kama pour dire non. Le doing business ne doit pas seulement servir à dérouler le tapis rouge au privé étranger. Je termine par un chiffre, Babacar. Chaque année, en Afrique, il y a 18 millions
de nouveaux demandeurs d'emploi. Savez-vous ce que la création d'emplois des investisseurs en fait étrangers, directs étrangers? Elle est seulement cette création d'emplois de 18 000. Non, 180 000 plutôt. 180 000 par an. Donc ça veut dire que la majeure partie des emplois, cette majorité est créée par les privés africains, par le privé national. Et donc il est temps, d'accord, de rendre au privé national ce qui appartient au privé national. Encore qu'il ne gagne pas beaucoup de marchés publics, ce privé national, mais même s'il en gagne, très mal payé par l'État. Une fameuse lenteur au sujet de l'épongement, du paiement de la dette intérieure. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, en effet. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui d'avoir une politique de patriotisme économique. Doomi réew mooy tabax réew. Il faut mettre en avant nos industriels, nos petites et moyennes entreprises, nos paysans, nos éleveurs. Parce que oui, aujourd'hui, nous importons pour 91 milliards de blé chaque année. Mais du coup, nous n'avons pas une agriculture capable d'être une alternative à ce blé-là. Et donc, si on est en période de crise, nous allons avoir des problèmes si la France, l'Union européenne, refuse de nous vendre du blé. Et c'est valable pour le lait, c'est valable pour d'autres, en fait, spéculations. Donc oui, nous devons aller vers une souveraineté dans tous les domaines. Et cette souveraineté-là, il faut la construire également à l'échelle africaine. C'est pourquoi nous avons invité avec nos langues et avec Arlene Bok à avoir une réponse sanitaire en fait panafricaine. Et nous interpellons la CEDEAO, nous interpellons l'UA. Les peuples africains sont vraiment orphelins. Aujourd'hui, nous n'entendons pas l'UA, nous ne sentons pas la CEDEAO. Il n'est pas question de ne sentir l'UA et la CEDEAO que quand il y a des guerres ou quand il faut signer les accords de partenariat économique, etc. C'est aujourd'hui que nous avons réellement besoin d'un panafricanisme des peuples. C'est aujourd'hui que nous avons besoin, d'accord, d'une réponse africaine. Et le Sénégal seul, le Mali seul, la Côte d'Ivoire seule ne peuvent pas de manière durable. Comment il faut des moyens pour ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coronavirus aussi valide en fait la thèse des pères du panafricanisme, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, etc. Cheikh Anta Diop a toujours dit qu'il nous fallait un gouvernement fédéral avec une politique africaine, une politique sanitaire commune. Aujourd'hui, le Sénégal a des difficultés. Peut-être que le Sénégal a des difficultés pour faire des masques à lui tout seul. Le Sénégal a peut-être des difficultés pour seul avoir des unités de virologie, etc. Mais le Sénégal, plus le Mali, plus la Gambie, plus la Côte d'Ivoire, le Nigeria, ce sont des conditions, d'accord, qui sont beaucoup plus importantes et des économies d'échelle. Donc oui, aujourd'hui, nous avons besoin urgemment d'un gouvernement fédéral africain avec une politique commune dans le domaine de la santé, mais pas seulement dans le domaine de la santé, dans les autres domaines aussi, de l'emploi, de l'agriculture, etc. Parce que nos micro-États sont faibles. Dans le domaine de la santé et sur le coronavirus, Antonio Guterres, le patron de l'ONU, il va plus loin que vous. Il appelle à une action mondiale coordonnée. Et là, d'ailleurs, vous ne pouvez plus dire France dégage. Écoutez, déjà, le propos d'Antonio Guterres est très douteux parce qu'il annonce que l'apocalypse va s'abattre sur les pays africains. Et nous entendons même, en plus d'Antonio, Emmanuel Macron et d'autres dire qu'ils sont en train de réunir de l'argent pour venir à l'aide, pour venir sauver l'Afrique. Comment est-ce qu'ils vont sauver l'Afrique alors que déjà en France, c'est la catastrophe? Comment ils vont sauver l'Afrique alors que leurs voisins italiens, espagnols, états-uniens sont en fait dans le crash sanitaire? Il faut en fait être endormi. Pourquoi à ce discours-là? Je pense qu'aujourd'hui, il est venu le temps pour les Africains de refuser d'être bernés, de refuser d'être pris pour des gros enfants et de prendre leurs responsabilités. C'est pourquoi même cette histoire de vaccin ainsi que d'autres choses qui sont annoncées, nous devons être très prudents par rapport à tout cela. Nous pensons que... Votre opinion justement sur ce traitement du coronavirus par la chloroquine, des États étaient réticents. Vous soupçonnez une affaire de gros sous derrière que peut-être certains grands voudraient créer toute une économie, Tout le monde sait qu'effectivement, que de la même manière que la bourse de Chicago spécule en fait sur les céréales, mais de la même manière, il y a des industries capitalistes qui spéculent sur la santé, sur le vivant, sur en fait les maladies. Et donc oui,
il y a des capitalistes aujourd'hui, des firmes en fait pharmaceutiques qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait un médicament bon marché, un médicament qui ne soit pas cher, un médicament dans lequel en fait ils ne peuvent pas faire des super profits. C'est pourquoi oui, cette histoire de chloroquine ne leur est pas en fait méfavorable et ils font tout pour discréditer cette chloroquine afin que ce soit des médicaments tout droit sortis de leur laboratoire qui soignent en fait les malades du coronavirus, parce que oui, il y a derrière une histoire de gros sous, il y a une histoire de super profit. C'est pourquoi oui, nous saluons tous les scientifiques, tous les médecins, quelle que soit leur nationalité, parce que la vérité scientifique, elle n'a pas de nationalité, qui ont résisté, qui continuent à résister pour mettre en avant l'humain d'abord, l'humanité d'abord, et non les super profits. Même sur le coronavirus et le combat qu'il faut lui mener, vous dites toujours France dégage. Je voudrais rappeler en fait que quand le FRAPP disait France dégage, et il continue à le dire, c'était sur la question monétaire. En réalité, la phrase exacte, pleine et entière, c'est pour la souveraineté monétaire, France dégage. Et oui, avec le coronavirus, il y a eu du prolongement. Hein. Nous persistons sur le slogan. Oui, j'y reviendrai. Mais pour la souveraineté monétaire, France dégage. Aujourd'hui, le coronavirus nous a donné raison. Je le disais tout à l'heure, Babacar. Les pays qui s'en sortent le mieux sont des pays qui ont la souveraineté monétaire et qui utilisent leur banque centrale pour injecter des liquidités. Mais nous, avec notre banque centrale, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça, aujourd'hui, le président Macky Sall... Qu'est-ce que la BCEAO doit faire? Aller prendre les réserves au Trésor français? La BCEAO ne peut pas le faire parce que, justement, elle a été bâtie pour ne pas injecter suffisamment de liquidités dans notre économie. Parce qu'injecter suffisamment de liquidités... Là, ils sont obligés de le faire. Ils vont le faire, d'ailleurs, je pense. Peut-être. Ça sera dérisoire. Mais notre banque centrale n'est pas réellement une banque centrale. C'est ça, la vérité. C'est pourquoi il nous faut rapidement, c'est une des leçons du coronavirus, arracher notre souveraineté monétaire, avoir une banque centrale réellement souveraine pour faire ce que la Chine fait, pour faire ce que d'autres pays qui s'en sortent mieux que l'Espagne, que l'Italie, que la France font. Parce que la Banque centrale européenne ne peut pas faire certaines choses comme notre banque centrale d'ailleurs. Donc oui, aujourd'hui plus que jamais, nous disons pour la souveraineté monétaire, France dégage. Aujourd'hui plus que jamais, en réalité, nous disons il nous faut réussir la révolution anti-impérialiste, avoir un Sénégal souverain dans une Afrique souveraine. Le 4 avril, c'est mercredi prochain. Hein, les 60 ans de l'indépendance du Sénégal. Votre évaluation, vous l'avez déjà commencé d'ailleurs au cours de cette émission, votre évaluation de la fin de la colonisation française 6 décennies après. Oui, il est temps aujourd'hui que l'Afrique cesse d'être un Eldorado tricolore, un Eldorado bleu, blanc, rouge, un Eldorado des pays qui contrôlent les conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale, un Eldorado pour les pays qui contrôlent l'Organisation mondiale du commerce. Parce que, et toutes les questions, je ferai exprès de revenir sur le coronavirus pour être le plus pédagogique possible. Babacar, nos hôpitaux sénégalais sont dans cette situation-là parce que oui, en 1998, les institutions de Bretton Woods ont imposé au Sénégal la réforme hospitalière. Et cette réforme hospitalière-là, savez-vous ce qu'elle voulait? Elle voulait que nos hôpitaux arrêtent d'être un service public pour être une entreprise privée. Et donc, quand les citoyens sénégalais pleurent en disant « les soins coûtent cher », mais il faut que ces citoyens comprennent que cela vient de 1998 avec la réforme hospitalière, avec les institutions de Bretton Woods. Cette situation dans notre système de santé, elle découle aussi du fait que ces institutions de Bretton Woods nous ont dit il faut réduire les subventions ou l'argent que vous injectez dans les secteurs dits sociaux, éducation comme santé. Et donc oui, tout se tient, Babacar. Donc oui, aujourd'hui en parlant des 60 ans d'indépendance, nous nous disons qu'il faut même déconstruire. Il n'y a aucune indépendance à fêter. Le 4 avril n'est pas la date d'une fête, c'est la date d'une défaite. Défaite avec AI, d'accord? Défaite à déconstruire, d'accord? Fête plutôt à déconstruire pour dire que c'est l'histoire d'une défaite parce que nous n'avons jamais été indépendants et qu'aujourd'hui, si nous voulons sortir de la pauvreté, nous, pays africains, notamment nous, anciennement colonisés par la France, il nous faut réellement, dans les mois à venir, dans les années à venir, être sur tous les plans indépendants, souverains. Il nous reste une petite dizaine de minutes dans cette émission. Guy Marius Sagna, membre fondateur de FRAPP France Dégage, d'Arles New Bok et de Nolank. C'est Nolank
qui vous a valu votre dernier emprisonnement quand vous aviez tenté de manifester devant le palais présidentiel contre la hausse sur les tarifs de l'électricité. Ce dernier séjour en prison, 3 mois d'incarcération quand même, une libération, 1000 questions et à l'abri des caméras. Vous allez nous expliquer. Vos proches et sympathisants qui attendaient devant le camp pénal de Liberté 6. Quel paradoxe, un camp pénal dans un quartier qui s'appelle Liberté. Bref, tous ceux qui guettaient donc votre sortie de cette prison ne vous ont pas vu sortir. C'est vous qui l'avez voulu. Écoutez, l'administration pénitentiaire en général, enfin l'État en général, l'administration pénitentiaire en particulier, fait du mieux qu'elle peut pour éviter des attroupements autour des établissements pénitentiaires. Je rappelle que, je crois, lors de la dernière incarcération de Barthélémy Dias, c'est à 5h du matin qu'il a été sommé, obligé, forcé à sortir, tout simplement pour éviter qu'il ne soit accueilli par des centaines, des milliers, en fait, de militants et de camarades. Donc, c'est en fait le même procédé qui a été utilisé. Tout ce que j'ai à dire, c'est je persiste et je signe, Babacar. La manière dont je suis sorti du quartier de haute sécurité du camp pénal était illégale, était arbitraire. Je n'ai pas demandé de demande de liberté provisoire. Et ça, ils le savent. Je n'ai signé aucun document de demande de liberté provisoire. Je n'ai apposé mon doigt, d'accord, taché d'encre sur aucun document de demande de liberté provisoire. C'est l'avocat PDS Amadou Sall au nom du FRN, un rassemblement de partis d'opposition, qui a introduit cette demande auprès du juge d'instruction. Et vous en avez pas parlé, il n'est pas venu vous voir. Si, il est venu me voir, mais à aucun moment donné, dans notre entretien, il n'a été question d'une demande de mise en liberté provisoire. Et pour moi, ce n'est pas en fait Maître Sall qui est le responsable. Pour moi, ce qu'on doit questionner et pointer du doigt, c'est notre système judiciaire, sa relation ombilicalement liée avec l'exécutif. Parce que c'est tout simplement inacceptable qu'un citoyen sénégalais soit arbitrairement arrêté, arbitrairement détenu et arbitrairement relâché. Une des conditions pour accepter une demande de liberté provisoire, c'est l'élection de domicile. C'est la signature de cette demande de liberté provisoire par le prisonnier lui-même. Cela n'a pas été fait. Pourquoi ? Je ne me pose pas la question, mais la question, ce qu'il faut dire, c'est que c'est tout simplement illégal et arbitraire. Ça peut être paradoxal pour moi qui suis aujourd'hui en liberté de le dire, mais c'est tout simplement ma manière à moi de dire que nous sommes tous en danger. Même si cette illégalité, j'en bénéficie aujourd'hui, je crie le caractère arbitraire et illégal de cette mesure parce que nous sommes tous menacés, Babacar. Il y a cette visite que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, c'est une visite qui vous a rendu, et dans votre cellule même, pour prier pour vous. Racontez-nous. Oui, effectivement, l'archevêque de Dakar est venu me rendre visite avec une délégation, est venu en prison, donc du camp pénal, et il est entré effectivement dans ma chambre. Il a regardé les conditions dans lesquelles j'étais. Voilà, il a illuminé ma cellule de son si beau et agréable sourire qui m'a réconforté. Effectivement, il a apposé sa main sur mon front, il a prié pour moi et il est reparti comme il est venu. Et je l'en remercie vivement. J'en profite pour remercier tous les religieux, qu'ils soient chrétiens, catholiques, je veux dire, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient en fait des religions traditionnelles qui n'ont ménagé aucun effort pour prier pour ma libération et prières qui ont certainement contribué à côté des formidables mobilisations de mes camarades de Nolank et de Adlinobok à ma libération. Ça m'a fait énormément de plaisir, ça m'a énormément réconforté. Bien sûr, c'est un des éléments qui m'a permis de tenir bon pendant ces 3 mois-là. Et c'était avant la déclaration de Barthélémy Dias appelant l'Église sénégalaise à agir pour votre libération. Absolument. Barthélémy Dias, c'est un frère, c'est un camarade de Nolank et de Adlinobok. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect. Vous savez,
Pour moi, le problème, ce ne sont pas les propos de mon frère et ami Barthélémy Diaz. Pour moi, le problème, c'est l'injustice. Vous savez, il faut éviter de commettre une injustice. Parce que quand vous commettez une injustice, vous ne savez pas où est-ce que ça peut vous mener. Oui, quand les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont été 9 à être arrêtés et que tous les 8 ont été libérés et qu'ils ne comprennent pas rationnellement pour quelles raisons cette personne-là est encore détenue en prison, ça peut donner libre cours à toutes les spéculations. Ça peut donner libre cours à des explications religieuses, des explications confrériques, des explications ethnistes ou ethnicistes si vous préférez. Et je pense qu'il faudrait que nos autorités soient responsables. Parce que oui, vous attrapez un individu, pour vous ce n'est rien, mais après ça débouche sur des discours qui peuvent saper, d'accord, On peut vous reprocher, Guy Marius Sagna, d'avoir été un peu populiste dans votre démarche après votre sortie de prison. Cette visite dans votre village après votre libération, vous êtes rendu donc à Etomé en Casamance. Vous avez été accueilli en héros et vous avez bénéficié de séances dites de purification, de protection. Que cherchez-vous là ? Absolument rien. Je ne cherchais qu'une seule chose. J'ai été invité par des populations, celles de ma région, celles de mon arrondissement, celles de mon village, qui initialement, nous devons à la vérité de le dire, voulaient organiser une marche pour ma libération. C'était ça, le plan initial. Une grande marche pour ma libération. Et cette marche était en préparation. Et entre-temps, je suis libéré. Ils décident de suspendre l'organisation de cette marche, mais à la place de la marche, ils disent « Nous souhaitons organiser un rassemblement pendant lequel nous allons lui rendre hommage, pendant lequel nous allons le purifier, pendant lequel nous allons prier pour lui, pendant lequel nous, centaines de femmes de Etomé, centaines de femmes du Bayotte, nous allons dire à la face du monde que Guy Marius Sagna a été enfanté par une femme, mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il a plusieurs mères. Il avait une seule mère, dorénavant il en a plusieurs. Voilà, je suis allé répondre à l'appel du peuple sénégalais. Ça aurait été en fait des populations de Matam, de Ranérou ou de Saint-Louis qui m'avaient invité. J'y serais allé, tout simplement. Mais ça s'est passé en Casamance. Essayez-vous, est-ce que vous êtes en train d'essayer de jouer sur la corde sensible de la particularité politique de cette région de la Casamance, région sénégalaise? Il n'y avait aucun jeu, Babacar. Ceux qui me connaissent savent qu'ils ne m'ont jamais entendu prononcer le mot Etomé de ma bouche. Ils ne m'ont jamais entendu prononcer le mot Niassia de ma bouche. Vous tous, vous m'êtes témoins. Dans tous les combats, depuis des décennies que je me bats, jamais vous ne m'avez vu en Casamance. Jamais vous ne m'avez entendu poser des revendications liées même à la Casamance, liées à mon village, liées à mon arrondissement. Et pourtant, ce jour-là, vous avez découvert, comme tous les autres citoyens sénégalais, que dans mon village, il n'y a ni eau courante ni électricité. Donc, écoutez, si je voulais faire de l'ethnicisme, de la manipulation des sentiments religieux, si en fait je voulais faire comme d'autres, pourquoi ne l'aurais-je pas fait avant, alors que j'ai été à Ouassadou, dans Tambacounda, pour refuser l'accaparement de terre, ce qui m'a valu des convocations à la gendarmerie. J'ai été emprisonné 5 jours en 2013 à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda parce que je défendais des animateurs polyvalents des casiers tout petits qu'on refusait d'envoyer en formation et de payer des salaires. Alors pourquoi est-ce que si je fais cela à Ouassadou, si je fais cela à Tambacounda, si je fais cela à Koungheul, si je fais cela à Dakar, si je fais cela à Tivaouane, pourquoi est-ce qu'on ne me taxe pas d'ethniciste ou de manipulateur? Et quand je réponds à l'invitation d'autres citoyens de ce pays qui ont juste la malchance d'être en fait mes parents, on voudrait me taxer en fait de manipulateur. Non, je ne suis pas un manipulateur. Je n'ai jamais mis mon village, mon arrondissement, ma région devant en fait ces revendications-là. Ce que je pense, c'est que ce qui est bon pour tout le Sénégal est bon pour Etomé, est bon pour la Casamance. Je me bats pour un système sanitaire souverain. Je me bats pour qu'il y ait suffisamment d'infirmiers et de sages-femmes. Et ça, je me bats pour tous les citoyens sénégalais. En résumé, je pense qu'il faut retenir ce qu'on m'a dit ce matin. Je suis entré dans un magasin, une femme a dit « Qui c'est mon mbokk? C'est mon parent, il s'appelle Sagna, comme moi. » Tous les autres lui ont dit « Non. Ce Sagna, ce n'est pas votre Sagna, c'est le Sagna de tous les citoyens sénégalais. » Oui, Babacar. Merci. Moi, Guy Marius, et le FRAPP
et nos autres camarades, nous souhaitons être les résistants, les révolutionnaires pour tous les citoyens sénégalais, pour tous les Africains, pour l'humanité entière. Merci Guy Marius Sagna d'être passé devant le grand jury d'RFM, d'avoir répondu à notre invitation.